Dans la matinée du 3 mars 1993, à Silver Spring, au Maryland, Vivian Rice s'arrête chez sa sœur en se rendant à son travail. En arrivant, elle voit rapidement que quelque chose ne tourne pas rond. Les deux portes de garage sont ouvertes et il n'y a aucune trace de la mini-fourgonnette de sa sœur. À l'intérieur de la maison, elle découvre l'horreur. Un brutal triple homicide commis par l'un des plus redoutables tueurs que le FBI ait jamais connu. À Montgomery County, au Maryland, un agent de police répondit à l'appel désespéré de Vivian Rice. Il trouva le corps d'une femme assassinée derrière la porte d'entrée. Il y avait également le corps d'une seconde femme. Et un jeune garçon, apparemment tué dans son lit. Pendant la journée et une partie de la soirée, les détectives examinèrent la scène à la recherche d'indices. Ils fouillèrent méticuleusement l'intérieur et l'extérieur de la maison. Les trois victimes furent rapidement identifiées. Mildred Horn était une mère divorcée de 43 ans. Elle travaillait comme agente de bord pour la American Airlines. Elle avait été tuée de 3 projectiles à la tête. Son fils de 8 ans, Trevor, était quadraplégique. Il requérait des soins infirmiers 24 heures par jour. Il semblait être mort asphyxié. On l'avait débranché de son respirateur artificiel. Jenny Saunders, l'infirmière de 38 ans qu'il soignait durant la nuit, avait été tuée de 2 projectiles à la tête, un dans le crâne et l'autre dans l'œil. Les experts chargés de recueillir les indices poursuivirent leur travail. Malheureusement, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait un fragment de projectile déformé près de la fenêtre de la chambre de Trevor. Des échantillons de sang furent recueillis à l'aide de coton-tige en vue de procéder à des analyses génétiques. On découvrirait par la suite que le sang provenait exclusivement des victimes. Les experts espéraient trouver quelque chose qui les mettrait sur la piste d'un suspect. Ils recueillaient tout ce qui pouvait s'avérer utile. À l'extérieur de la maison, ils découvrirent une lime. Les policiers ne laissaient rien au hasard, mais le meurtrier avait été méticuleux. Le détective Craig Rittenberger du service des homicides de Montgomery County fut nommé enquêteur en chef. Il tenta par tous les moyens de comprendre ce triple homicide sans mobile apparent. Quelque chose vous a semblé étrange dès le début de l'enquête. Le contenu du placard de l'entrée avait été jeté par terre. Nous avons trouvé un sac à main qui appartenait à Mildred. Il y avait aussi beaucoup de matériel stéréophonique, des télévisions, des bijoux et des fourrures. Tout était resté là. C'était bizarre. S'il s'agissait d'un cambriolage qui avait mal tourné, certains objets auraient été emportés. On retrouva la mini-fourgonnette de Mildred non loin de la maison. Certaines de ses cartes de crédit avaient été volées, mais un passant les retrouva le lendemain dans une rue du quartier.
Le cambriolage n'était donc pas le mobile de ce triple homicide. Il y avait même lieu de croire que le meurtrier avait délibérément volé les cartes de crédit et le véhicule pour mettre les policiers sur une fausse piste. À n'en pas douter, c'était le travail d'un professionnel. Interrogé à propos d'un suspect éventuel, Vivian déclara que l'ex-mari de Mildred, Lawrence Horn, était peut-être celui qui avait fait le coup. Elle demanda à la police de faire enquête à son sujet. Il devint rapidement le suspect numéro 1. Tous les membres de la famille ont mentionné ce Lawrence Horn. Mildred et lui avaient une relation orageuse depuis plusieurs années. Pendant les années 60 et 70, Horn avait été un producteur de renom pour les disques Motown. Il avait quelques succès commerciaux à son actif, notamment la chanson Shotgun de Junior Walker and the All-Stars. En 1973, il avait épousé Mildred, une agente de bord. Puis le couple avait quitté la ville de Détroit avec la compagnie pour s'installer à Los Angeles. La Motown avait alors éprouvé des difficultés financières et licencié Lawrence. Mildred et lui avaient divorcé en 1987, mais les problèmes avaient continué comme allait bientôt le découvrir Bob Dean, l'adjoint du procureur du Maryland. Nous avons effectué des recherches au palais de justice ce jour-là à propos de Lawrence Horn. Nous voulions vérifier si Lawrence Horn payait régulièrement la pension de l'enfant. Nous voulions également savoir où en était rendue la bataille juridique qui l'opposait à son ex-épouse. Quelques mois plus tôt, il avait été reconnu coupable de ne pas s'être acquitté d'un versement de $18 000. Mais en examinant d'autres documents de la Cour, les détectives découvrirent que le 3 mars, le jour des meurtres, la situation financière de Horn s'était considérablement améliorée. La mort de sa femme et de son fils lui permettait de toucher la somme de 1,7 million de dollars. Ce montant venait du règlement d'une indemnité pour faute professionnelle. Trevor avait eu le cerveau endommagé lors d'une opération. Advenant son décès, la somme serait remise à ses bénéficiaires. Les bénéficiaires de Trevor étaient sa mère et son père, c'est-à-dire Mildred et Lawrence. Si Mildred mourait, Lawrence était le seul à toucher cette somme. À la requête du détective Wittenberger, le service de police de Los Angeles entra en contact avec Lawrence Horn quelques heures après le meurtre. Il était chez sa mère. Lorsqu'on lui fit part des meurtres, il eut une réaction plutôt surprenante. Le comportement de M. Horn était très étrange. Tellement étrange que les agents de Los Angeles l'ont tout de suite remarqué. Non seulement a-t-il refusé de coopérer et demander un avocat, mais sa seule préoccupation était de savoir s'il était suspect dans cette affaire. Les policiers le conduisirent au poste pour un interrogatoire. On lui demanda où il se trouvait au moment du crime. Il déclara qu'il était en compagnie de sa petite amie Shira Bogan et il donna un compte-rendu de ses activités. Plus tard, lors de son interrogatoire, Shira allait corroborer sa version des faits. Si Horn ou un de ses complices s'était rendu dans un autre État pour commettre les meurtres, cela tombait sous la juridiction fédérale. C'est alors que le FBI entra en action. L'agent spécial Ed Roach fut nommé responsable de l'enquête. Cette affaire s'est tout de suite située à l'échelle nationale, parce que le suspect principal vivait alors à Los Angeles. La division du FBI de Los Angeles a donc été impliquée. Puis, par la suite, nous avons fait dresser le profil psychologique à Quantico
et nous avons fait appel au laboratoire judiciaire du FBI. Les détectives étaient résolus à trouver d'autres indices. Ils retournèrent avec des chiens à l'endroit où les cartes de crédit de Mildred avaient été retrouvées. Il y avait un morceau de métal très rouillé, mais qui provenait vraisemblablement d'une arme à feu. Wittenberger l'envoya au laboratoire du FBI pour le faire analyser. Il s'agissait du mécanisme de détente d'une carabine AR-7, une arme facile à démonter et à transporter. On pouvait aisément s'en débarrasser, ce que précisément le meurtrier avait tenté de faire. Il avait également veillé à effacer toute piste pouvant mener jusqu'à lui en détruisant le métal où apparaissait le numéro de série de l'arme. Parfois, les experts parviennent à déterminer ce numéro quand même. Mais dans ce cas-ci, le meurtrier l'avait éliminé pour de bon. Un autre expert fut chargé d'évaluer depuis combien de temps la pièce de l'arme se trouvait sur le bord du chemin. L'analyse démontra que le degré de corrosion correspondait au temps écoulé depuis les meurtres. Il y avait donc tout lieu de croire que c'était l'arme du crime. Pendant que le FBI examinait la pièce de métal, des détectives du Maryland interrogèrent Tiffany Horn, la fille de 18 ans de Lawrence et Mildred. Elle étudiait à la Howard University à Washington. Elle fut soumise au détecteur de mensonges et réussit le test aisément. Plus tard le même jour, Tiffany eut un entretien avec le détective Wittenberger. Elle lui révéla 3 indices importants. Le premier était un événement qui s'était produit à l'été 1992. Son père l'avait appelé pour lui demander de filmer l'extérieur de la maison de sa mère, ainsi que la chambre à coucher de Trevor. Cette demande lui était apparue si étrange qu'elle avait pris la décision de ne filmer que Trevor et son infirmière au moment où l'enfant était dans son lit, branché sur son respirateur artificiel. Tiffany donna la cassette à son père. Était-il possible que Horn ait voulu montrer ces images à quelqu'un d'autre? Puis, le 1er mars, 2 jours avant les meurtres, Horn avait appelé sa fille à nouveau. Il voulait savoir où sa plus jeune fille, Tamiel, se trouverait au cours des prochains jours. Tiffany lui dit que Tamiel dormirait chez sa tante Vivienne le 2 mars parce que sa mère devait prendre l'avion très tôt le lendemain. C'était comme si Horn savait à quel moment les meurtres devaient se produire. Tiffany avait une autre information à propos des meurtres. Vers 2h30 dans la nuit du triple homicide, elle avait appelé sa mère par erreur. En voulant téléphoner à son petit ami, elle avait appuyé sur le mauvais bouton de son appareil. Elle s'était excusée et avait raccroché. L'heure de cet appel permit au détective de déterminer à quel moment les meurtres s'étaient produits, ainsi que de faire d'autres observations. Toutes les heures, l'infirmière consignait dans un cahier des notes à propos de l'état de l'enfant. Grâce au téléphone de 2h30 du matin, les dernières notes consignées à 2h et les autopsies, nous savions que la mort s'était produite entre 2h30 et 3h du matin. Le 11 mars, environ une semaine après les meurtres, Wittenberger et son collègue prirent l'avion pour la Californie. Avec l'aide du service de police de Los Angeles, ils avaient obtenu l'autorisation de fouiller l'appartement de Horn. Ils y recueillirent des centaines de cassettes audio et vidéo. Les policiers réquisitionnèrent également des ordinateurs, des documents personnels, des carnets d'adresses, des relevés bancaires et téléphoniques.
Au poste de police, les experts commencèrent à examiner un à un les documents recueillis. À partir des disques durs des ordinateurs du suspect, ils imprimèrent quelques milliers de pages. Horn avait également noté des informations de sa main sur des documents relatifs au règlement monétaire de Trevor. Ces informations confirmaient ce que les détectives soupçonnaient déjà. Horn savait qu'il ferait beaucoup d'argent à la mort de son fils et il connaissait en détail les modalités de ce règlement. Les détectives avaient également trouvé un plan très révélateur. Ce plan dessiné à la main reproduisait le quartier de Mildred Horn. Les rues avaient été surlignées et identifiées. Sa maison était marquée d'une croix et de ses initiales. À qui Horn avait-il voulu montrer la résidence de son ex-femme? Pouvait-il s'agir d'un tueur à gages? De tous les rubans magnétoscopiques recueillis et visionnés, une des cassettes se démarquait du lot. Horn était filmé debout devant sa télévision syntonisée à une chaîne où l'on pouvait clairement voir la date et l'heure. Le 2 mars 1993, 23h45 en Californie, soit 2h45 le 3 mars au Maryland, l'heure présumée des meurtres. Pour les détectives, il n'y avait aucun doute possible, ce ruban était l'alibi de Horn. Mais ils allaient bientôt découvrir une cassette audio encore plus incriminante. Il s'agissait d'une conversation entre Horn et un inconnu. Le message était codifié, mais il était clair. En voici un extrait. I gave a talk? No. Okay. All right, so I'm sitting there. Can you, Take a picture. I can take a picture of him, right basically there, but I couldn't, the noise, you understand what I'm saying? I wasn't able to do that. I didn't want to go frontwise. After listening to that, en écoutant cet enregistrement, nous avons compris que Horn était à Los Angeles à ce moment-là et qu'il s'entretenait avec l'individu qui avait commis les homicides. C'est lui qui l'avait appelé. Grâce à l'aide du FBI, les détectives réquisitionnèrent les relevés de la compagnie de téléphone de Horn et obtinrent une liste de tous les appels qu'il avait reçus la semaine précédant le meurtre et celle qui avait suivi. La plupart des appels téléphoniques étaient sans importance, mais 4 appels interurbains étaient suspects. 2 de ces appels avaient été effectués avant les meurtres à partir d'un téléphone public de Détroit. Les 2 autres avaient été faits très tôt le 3 mars à partir de téléphones publics près de la résidence de Mildred Horn. Un provenait du restaurant Dennis et l'autre du motel Days Inn. Lawrence Horn avait donc reçu un appel en provenance du restaurant Dennis. Il était 5h12 du matin au Maryland, soit seulement quelques heures après les meurtres. Était-ce au cours de cet appel qu'avait eu lieu la conversation suspecte? Et qui donc avait téléphoné? Les détectives passèrent plusieurs heures à examiner les registres des motels de la région. Nous avons vérifié tous les hôtels et motels dans un rayon de quelques kilomètres de la scène du crime. Nous avons découvert qu'un individu avait loué une chambre au Days Inn vers minuit, le jour où les homicides ont été commis. Il avait donné comme pièce d'identité un permis de conduire au nom de James Edward Perry de Détroit. James Edward Perry semblait un suspect intéressant. Lawrence Horn avait travaillé plusieurs années dans le monde de la musique à Détroit et il avait reçu des appels du suspect en provenance de cette ville. Peut-être y avait-il un lien. Une vérification des antécédents de Perry révéla qu'il avait fait 10 ans de prison pour avoir tiré sur un agent de patrouille après une tentative de vol de banque au début des années 70.
Depuis, il était devenu pasteur. Les détectives poursuivirent leurs recherches à propos de ce Perry. Pendant ce temps, Wittenberger avait trouvé une nouvelle piste. Sur les relevés téléphoniques de Horn, il avait remarqué que certains appels avaient été effectués à l'aide d'une carte d'appel. Il réquisitionna ces nouveaux relevés. La carte était au nom de Camilla McKinney. Les agents se rendirent à l'adresse de Camilla, mais ils y rencontrèrent une certaine Marsha Webb. Elle était la cousine de Lawrence Horn. Elle déclara qu'il lui avait demandé cette carte car il en avait besoin pour son travail. Elle avait pris la carte sous un faux nom parce qu'elle craignait qu'on la lui refuse. Les relevés de cette carte étaient complexes. Les appels avaient débuté près d'1 an avant les meurtres et s'étaient poursuivis quelques mois plus tard. Nous avons examiné les relevés de cette carte d'appel et constaté que de nombreux appels en 1992 et 1993 avaient été effectués à partir de cabines téléphoniques à Los Angeles. Ces cabines se trouvaient près de la maison de Lawrence Horn. Chaque fois, les appels étaient faits à la résidence de James Perry à Détroit. De même, plusieurs appels en 1992 et 1993 provenaient de cabines téléphoniques de Détroit. Ils avaient presque tous été effectués de l'est de la ville où ce dernier vivait. Ces appels étaient faits à la résidence de Lawrence Horn. Nous avons présumé que Perry voulait toucher le reste de son paiement. Horn devait sans aucun doute attendre de toucher le règlement de son fils. Les détectives voyaient maintenant la lumière au bout du tunnel, mais ils n'étaient pas encore arrivés à destination. Relier les appels téléphoniques aux suspects demanderait un travail minutieux. Pour chaque appel, il faudrait consigner le numéro de cet appel, l'heure exacte et l'endroit où se trouvaient les deux hommes. Horn et Perry avaient bien caché leur piste. Mais Wittenberger et le FBI étaient encore sur la piste des suspects, comme des chiens de chasse. Puis en septembre 1993, ils concentrèrent leur attention sur James Perry. Ce dernier fut pris en filature 24 heures par jour, 7 jours par semaine. La police d'État du Michigan et le FBI travaillaient ensemble. Les deux services ont décidé de mettre leurs efforts en commun. C'est en septembre que nous avons vu James Perry en compagnie d'un certain individu. Nous ignorions qui il était jusqu'à ce que nous vérifions ses plaques d'immatriculation. Il s'agissait de Thomas Turner. Une vérification de ses antécédents révéla que Turner, 52 ans, était camionneur de métier. C'était un autre cousin de Lawrence Horn. Il s'était lié d'amitié avec Perry en prison 13 ans plus tôt. Perry avait été reconnu coupable d'avoir fait feu sur un agent de patrouille. Quant à Turner, il avait été incarcéré pour un vol de banque. L'identification de ce dernier allait bientôt se révéler un tournant décisif dans l'enquête. Mais pour tout de suite, les détectives espéraient accélérer le processus. Wittenberger et un agent de police tentèrent en quelque sorte de mettre le feu aux poudres. Ils rendirent visite à Perry en espérant que ce dernier appellerait ensuite Horn. Les détectives parlèrent brièvement à Perry. Celui-ci reconnut qu'il était bien au Maryland le 3 mars. Mais il déclara que c'était par affaire et qu'il ne savait rien à propos des meurtres. En septembre 1993, après plusieurs semaines d'attente, les agents fédéraux eurent enfin la permission de mettre la ligne de Lawrence Horn sous écoute. L'agent spécial Roach jouait un rôle majeur dans l'obtention de cette autorisation. Nous espérions obtenir une conversation compromettante entre James Edward Perry et Lawrence Horn. Quelque chose comme « Je veux le reste de mon argent. J'ai fait le boulot. Le premier versement n'est pas suffisant. Tu me l'as promis, etc. »
Ou encore, j'ai obtenu telle somme et je veux le reste, sinon tu seras le prochain sur ma liste. Cela aurait été extraordinaire. Mais Horne et Perry étaient bien trop futés pour commettre une telle erreur. À la mi-novembre, alors que l'enquête battait son plein, ils cessèrent toute communication. Malgré les progrès lents mais constants de la police, les deux hommes avaient encore une longueur d'avance. Le FBI enquêtait à propos d'un triple homicide commis au Maryland. Les agents déployaient tous leurs efforts pour prouver l'implication de Lawrence Horne à Los Angeles et celle de James Perry à Détroit. On savait que les deux hommes étaient encore en contact, mais on ignorait comment ils s'y prenaient. Était-il possible que l'ancien compagnon de cellule de Perry, Thomas Turner, soit leur intermédiaire? Le FBI obtint l'autorisation de mettre sa ligne téléphonique sous écoute. Turner était la clé. Horne et Perry lui parlaient souvent et ce dernier relayait les messages. Il faisait cependant attention de ne rien dire d'incriminant. Une fois encore, les agents se retrouvaient dans la même situation frustrante. Ils devaient écouter, classer des centaines d'appels téléphoniques, puis tenter de démontrer le lien entre les appels et les suspects. Nous surveillions activement Lawrence Horne à Los Angeles. Pendant ce temps, 24 heures par jour, la division de Détroit surveillait Thomas Turner électroniquement et nous avions James Edward Perry en filature. Comme la première fois, les policiers parvinrent à établir quelques liens entre les appels et les suspects, mais le processus était un véritable travail de moine. Horne et Perry leur en donnaient pour leur argent. Puis, vers la fête de l'Action de grâce, après 3 mois interminables, les détectives eurent enfin un peu de chance. Perry se préparait à déménager. Les agents obtinrent un mandat pour fouiller sa maison avant qu'il ne la quitte. La mission était dangereuse. Perry avait déjà fait feu sur un patrouilleur du Michigan et il possédait des armes très puissantes. Une unité SWAT du FBI fut dépêchée chez lui. Wittenberger et son collègue les suivaient de près. Ils obligèrent Perry et sa petite amie à se lever, les surprenant ainsi sans armes. Puis ils fouillèrent la maison. Les policiers recueillirent des rubans magnétoscopiques, des relevés bancaires et d'autres documents. La plupart des objets recueillis n'avaient rien à voir avec le nouveau métier de pasteur de Perry. Il y avait des reliques vaudou, des magazines spécialisés sur les mercenaires et des livres sur des sujets tels que les enquêtes criminelles, comment soigner des blessures par balle et analyser des taches de sang. Les détectives espéraient faire la preuve que Perry avait lui-même acheté ces livres. Ils téléphonèrent aux éditeurs et obtinrent de l'un d'entre eux, Paladin Press, ce qu'ils souhaitaient. Il s'agissait d'un chèque sans provision. Un an avant les meurtres, Perry avait commandé 2 livres aux titres inquiétants. Tueur à gages, manuel pour l'entrepreneur indépendant et comment fabriquer un silencieux jetable. Quand j'ai lu ces livres, j'étais stupéfait. La quantité de points communs et de parallèles entre ce qui s'était produit dans la maison de Mildred le 3 mars et le contenu de ces livres était effarante. Les morceaux s'assemblaient un à un. On comprenait maintenant pourquoi la mini-fourgonnette de Mildred avait disparu. Perry l'avait utilisée pour se rendre à la voiture de location qu'il avait garée à une certaine distance de la scène du crime, comme le livre le conseillait. Les cartes de crédit découvertes par le passant près de la maison avaient une explication, elles aussi.
Le livre disait « Si vous voulez que la scène du crime ressemble à un cambriolage, assurez-vous de la mettre sans dessus-dessous, de prendre certains objets et de les abandonner dans la rue. » Il recommandait également de laisser des pièces de l'arme à feu. On y disait aussi de prendre une petite lime et de la passer à l'intérieur du barillet de l'arme à feu. Cette lime, nous l'avons retrouvée dans la cour avec des résidus chimiques qui correspondaient à de la poudre explosive. Le livre suggérait d'utiliser un fusil de calibre AR-7, le même que celui dont le mécanisme de détente avait été trouvé au début de l'enquête. Les experts avaient également découvert que le projectile trouvé dans la chambre de Trevor était de calibre 22, un calibre plutôt populaire parmi les assassins. Ce type de projectile se déforme au moment où il pénètre dans le corps humain et il est alors plus difficile de déterminer l'arme utilisée. De plus, ils sont petits, silencieux et économiques. En janvier 1994, l'enquête connut un autre tournant décisif. Après plusieurs mois de démarches, Wittenberger obtint enfin du grand jury la citation à comparaître de Thomas Turner. Ce dernier accepta de parler en échange d'une peine réduite. Dans une déposition devant le grand jury du Maryland, Turner déclara que son cousin Lawrence Horn lui avait rendu visite en mai 1992, près d'un an avant les meurtres. Turner ne l'avait pas vu depuis 20 ans, mais Horn s'était immédiatement plaint des problèmes qu'il avait avec son ex-femme Mildred. Turner lui avait alors donné le nom de James Perry. C'est tout ce qu'il accepta de révéler, même si Wittenberger était convaincu qu'il en savait beaucoup plus. Heureusement pour le FBI, c'était suffisant. Grâce à ce que nous avions appris de Thomas Turner et aussi du livre sur les tueurs à gages et les enregistrements téléphoniques, nous étions convaincus que nous pourrions prouver qu'il y avait eu complot et que James Perry était bien l'auteur des meurtres. C'est au cours de l'été 1994, plus précisément le 19 juillet, que Wittenberger passa à l'action. Il arrêta Horn à son appartement de Los Angeles sans problème. Le détective l'interrogea pendant 45 minutes au poste de police, mais Horn refusa catégoriquement de parler du crime. Le même jour, les agents du FBI de Détroit attendaient la signature d'un juge sur le mandat d'arrestation de Perry. Pendant ce temps, ils le surveillaient à découvert. Cette tactique met le suspect mal à l'aise et on peut ainsi s'assurer qu'il ne prendra pas la fuite. Ce n'était pas censé être une surveillance de genre. Nous nous préoccupions peu qu'il voie les agents ou non. Nous voulions simplement ne pas l'affronter avant la signature des mandats. Une fois la procédure terminée, les agents pourraient procéder à l'arrestation de Perry. Mais entre-temps, ils se contentaient de le suivre, sachant qu'il était au courant de leur manœuvre. Ils ne le laissaient pas des yeux une seconde. Perry était de plus en plus énervé par cette filature. Mais le FBI n'abandonna pas. Perry semblait se demander ce que les agents fédéraux cherchaient à faire, mais il était plus irrité qu'inquiet. Il partit en voiture sous le regard des agents. Ces derniers ne savaient absolument pas où il se dirigeait, mais ils le suivirent. Il s'arrêta et fit monter un ami. L'homme n'était pas connu des agents. Les deux hommes partirent à bord de la voiture de Perry avec la voiture du FBI sur les talons. Puis les agents incrédules comprirent où Perry se rendait. Il était si furieux qu'il avait décidé de porter plainte.
Il se rendit directement au bureau du FBI de Détroit. Perry ne pouvait pas arriver au meilleur moment. Les agents du FBI venaient tout juste de compléter les mandats d'arrêt. Perry demanda à rencontrer un agent. On lui accorda immédiatement le rendez-vous. Le commis avisa l'agent spécial Roach. Pendant que les agents vérifiaient qu'il n'était pas armé, Perry fut mis en présence de Roach. Il lui demanda s'il comptait l'arrêter ou s'ils avaient simplement décidé de le harceler. Nous lui avons dit que nous attendions sous peu un appel de Montgomery County au Maryland, nous confirmant que les mandats avaient été signés et qu'il était accusé de 3 meurtres au premier degré. L'appel a eu lieu quelques minutes plus tard. Nous lui avons alors annoncé qu'il était en état d'arrestation. Mais même avec ces 2 hommes en détention provisoire, une question n'avait toujours pas trouvé réponse. Si Perry était le tueur à gages, comment Horn l'avait-il payé? Après plusieurs mois d'une poursuite sans merci par les détectives d'État et le FBI, l'insaisissable Horn et son complice Perry étaient enfin en détention provisoire. Mais une question subsistait encore. De quelle façon s'était pris Horn pour payer Perry? La réponse vint 2 mois plus tard, après un travail acharné de la part des détectives. Nous étions en train de vérifier les résultats de la fouille de la maison de James Perry lorsque nous avons découvert une photo où l'on pouvait voir une série de rubans audio qui appartenaient à ce dernier. C'était pour cette raison qu'on avait pris la photo. Mais sous ces cassettes, il y avait une carte de la Western Union. Nous avons recueilli une pile de relevés de la Western Union où l'on pouvait voir une série de transactions de Los Angeles à la petite amie de James Perry, Pauline McGee. La personne qui envoyait l'argent s'appelait George Bernard Shaw. Nous devions donc poursuivre l'enquête pendant quelques mois encore. Après d'intenses recherches, Dean découvrit que l'homme du nom de George Bernard Shaw était mort en juillet 1992 des suites d'un accident d'auto à Los Angeles. En fouillant dans le LA Times paru le jour de la mort de Shaw, Dean découvrit le lien entre ce dernier et l'enquête. Et ce lien ne se trouvait pas dans son avis de décès. La une du journal titrait « Mary Wells est morte ». Les gens de ma génération connaissent tous cette star de Motown. Je me rends à la page des décès et je lis l'article à propos de sa mort. Dans le coin droit de la page au bas, je trouve une liste des autres décès. L'un d'entre eux s'appelait George Bernard Shaw. Il n'y avait aucune autre information à son sujet, seulement le nom du cimetière. Lawrence Horn s'était servi du nom de cet homme pour effectuer ses paiements. Il payait avec l'argent qu'il était parvenu à épargner en attendant le règlement des assurances. Près de 2 ans après le triple homicide, les détectives avaient enfin complété la reconstitution des événements. Ces meurtres avaient été complotés de façon froide et délibérée pendant plus d'1 an. James Perry avait suivi les instructions de son manuel à la lettre. Il avait fait l'acquisition d'un fusil de modèle AR-7 et percé un trou pour éliminer le numéro de série comme le lui suggérait le livre. Il avait ensuite fabriqué un silencieux jetable en se basant sur son autre manuel. Il trimballait avec lui un sac d'effets pour mener à bien son travail. Un uniforme brun qui lui permettrait de circuler dans le quartier de Mildred et de se faire passer pour un réparateur, et une paire de gants de latex pour ne pas laisser d'empreinte. Pendant les mois précédant le crime, Horn et lui s'étaient parlé à maintes reprises et en avaient planifié les moindres détails. À la demande de Perry, Horn lui avait envoyé un plan du quartier de Mildred et un enregistrement vidéo de la chambre de Trevor. Horn avait choisi un jour où sa fille Tanielle ne serait pas à la maison. C'était la seule personne à avoir échappé à son horrible complot.
Le jour convenu, Perry conduisait une voiture louée par Turner à Détroit. Il prit une chambre de motel près de la maison de Mildred dans le Maryland. Perry paya en argent comptant tel que le manuel le recommandait. Il espérait qu'on ne lui demanderait pas sa carte d'identité. Mais il manqua de chance. Sans la photocopie de son permis de conduire, les policiers n'auraient sans doute jamais résolu cette enquête. Nous ne pouvions croire qu'il avait fait quelque chose d'aussi stupide, qui prouvait qu'il se trouvait à Silver Spring, au Maryland, à la date précise des meurtres. Il gara sa voiture dans le stationnement d'un centre commercial près de la maison de Mildred et marcha jusque chez elle en se référant au plan fourni par Horn. Dans la maison, l'infirmière Janice Saunders consigna à 2 heures du matin les données habituelles dans le dossier de Trevor. Perry s'approcha des portes à l'arrière de la maison comme prévu. Les portes étaient verrouillées, mais il les ouvrit sans trop de problème. Il entra dans la maison sans faire de bruit. À l'intérieur, il assembla son arme à feu et posa le silencieux de sa fabrication. Selon toute vraisemblance, il prit l'infirmière complètement par surprise. Mais lorsque le garçon cessa de respirer, l'alarme de son appareil retentit. À l'étage, sa mère se réveilla. Mildred Horn descendit au rez-de-chaussée pour voir ce qui se passait. C'est alors qu'elle rencontra le meurtrier. Perry tira et toucha Mildred au visage par 3 fois. Puis, il tenta de maquiller la scène en cambriolage. Il prit ensuite les cartes de crédit de Mildred, comme le conseillait le manuel. Mais il semble que l'alarme du respirateur artificiel ait eu raison de son sang-froid. Il s'en tenait aux instructions du manuel. En sortant, il lima rapidement le canon de l'arme pour déjouer les experts en balistique. Pour quitter les lieux au plus vite, il démarra à bord de la mini-fourgonnette de Mildred et se rendit jusqu'à son véhicule. En chemin, il laissa tomber les cartes de crédit et les pièces de l'arme à feu. Mais seul le mécanisme de détente serait découvert. Cette enquête nous a demandé énormément de recherches. Nous avons littéralement passé 1 an et demi, presque 2 ans à ne travailler que sur ce cas. En septembre 1995, soit 2 ans et demi après les meurtres, James Perry comparut devant les tribunaux du Maryland. Bob Dean fut nommé procureur spécial à cause de sa connaissance intime de l'affaire. Perry fut condamné à vie pour complot et reçut 3 condamnations à la peine de mort pour les meurtres. Il attend présentement son exécution au Maryland et ne peut plus aller en appel. Il n'a jamais reconnu avoir commis ces meurtres.
Quant à Lawrence Horn, son procès débuta en avril 1996 dans une salle d'audience bondée du Maryland. Il fut confronté au même chef d'accusation que Perry et les mêmes preuves furent présentées. À nouveau, Bob Dean était procureur spécial. Après 5 semaines de procès, le jury trouva Horn coupable de tous les chefs d'accusation. Il n'afficha aucune émotion et tout comme Perry, il ne passa jamais aux aveux. Le 13 mai, Horn fut condamné à 3 peines d'emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Il tenta d'interjeter l'appel, mais sa requête fut refusée. Je crois que Horn et Perry ont travaillé très fort pour planifier ces meurtres et qu'ils auraient pu échapper à une condamnation. Les familles des victimes allaient bientôt connaître une autre victoire. Suite au meurtre, ils intentèrent une poursuite contre Paladin Press. À la fin mai 1999, ils remportèrent leur cause, touchant plusieurs millions de dollars et la promesse que le manuel sur les tueurs à gages disparaîtrait du marché.